Star Wars 2, l'attaque des clones. Deuxième opus de cette saga Star Wars, qui est une étape donc majeure dans la continuité du scénario qui nous est pondu depuis le début, mais qui a quelques petites faiblesses visuelles de par son ancienneté. Et on y reviendra tout au long de cette critique. Donc Star Wars 2 sorti en 2012, du nom de L'attaque des clones, deuxième opus de la prélogie de Star Wars, qui est là pour approfondir l'histoire du personnage d'Anakin Skywalker, tout en explorant les prémices de la guerre des clones, tout en posant les bases du futur empire. Bon, première chose, et on va s'arrêter sur un petit terme que j'ai employé qui s'appelle clone, ou clonage. On va y revenir dans ce film, mais gardez-le dans un coin de votre tête à la fin de cette critique, parce qu'on y reviendra plus tard dans différents opus ou séries. Séries aussi. Alors c'est un film qui est riche, qui a une grande intrigue, que ce soit en matière de scénarisation, en matière d'action ou en matière de visuel. Tout est lié d'une certaine manière et ils collaborent tous ensemble pour donner un scénario et une histoire bien faite. Alors on a des intrigues sur la partie politique, de par le reflet, encore une fois, de la Seconde Guerre mondiale au travers de Laura Palpatine qui a clairement la figure, je peux dire c'est un peu le miroir d'Adolf Hitler dans un univers de science-fiction. Toutefois, ce qu'il faut retenir dans ce deuxième opus, c'est que tout ce qui est mis en matière de scénaristique, ça brille très bien. Et ça fonctionne très très bien. Même s'il y a des effets spéciaux qui commencent à dater et ça commence à se voir un peu. Alors, c'est un scénario, c'est une histoire qui est très ambitieuse, l'attaque des clones, mais c'est un scénario qui est très 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 dense. Parce qu'il y a énormément d'infos à nous donner. L'attaque des clones, il se démarque par un scénario complexe qui mêle à la fois politique, romance et surtout mystère. Le film il explore à la fois les relations entre Anakin Skywalker, joué par Hayden Christensen, Padmé Amidala, joué par Natalie Portman, ou encore Obi-Wan Kenobi, joué par Ewan McGregor, ou encore évidemment l'empereur Palpatine, joué par Ian McDiarmid. Bien, tous ces protagonistes-là, ils sont là pour être orchestrés au niveau de l'effondrement de la République dans l'ombre de Palpatine, qui lui joue parfaitement son rôle d'antagoniste, qui a une énorme réflexion sur le plan qu'il veut mettre sur, on va dire, la partie clonage et sur le fait de remodeler un empire qui apparemment a chuté. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, une chose un peu importante. L'intrigue ici, elle s'enrichit avec l'introduction de l'armée des clones, du chasseur de primes du nom de Jango Fett, et gardez bien juste le terme Jango Fett dans un coin de votre tête parce que il vient jeter les bases solides pour le conflit qui va venir après. Pour les différents conflits d'ailleurs, à la fois dans la guerre des clones, et dans la série Clone Wars, mais également dans la Revanche des Sith, et on retrouvera son fils dans une série qu'on traite bien plus tard dans ce diaporama, une série que je commence par vous définir de pourri. Donc, ce qu'il faut aussi pour voir dans ce deuxième opus, c'est le mystère autour de la planète du nom de Kamino. Alors, je vais mettre un petit peu ça comme ça, là. Donc je vais vous parler du mystère de la planète de Kamino et la création de l'armée des clones qui, ici, vient apporter une dimension très intrigante à l'histoire. On a un jeu qui est fait sur la politique du Sénat, les débats qui sont mis au travers de cette histoire, sur le pouvoir d'urgence et le rôle croissant des Jedi dans le conflit galactique, qui dans ce scénar va permettre de développer un contexte à la fois réaliste, mais très captivant. Donc ce volet, Star Wars 2, l'attaque des clones, il vient s'imposer ainsi comme une pièce maîtresse, connectant à la fois les éléments de ce qu'on a pu voir dans Star Wars 1, mais il vient aussi pondre légèrement le décor et mettre quelques bases pour le prochain film. Cependant, oui, je voulais juste vous mettre Kamino en fond. Cependant, on a un petit problème au niveau de la narration du film. Qu'est-ce que j'entends par petit problème? C'est le fait que des fois il souffre de rythme qui est un petit peu irrégulier. Des moments on est dans, on va dire, des scènes d'action très rythmées, très structurées, très chorégraphiées, où on a vraiment beaucoup d'infos à la fois visuelles
et scénaristique. Et des moments, on ralentit, alors qu'on était il y a 2 secondes dans une scène d'action, pour reprendre la scène d'action après. Ça peut paraître un peu gênant, mais au niveau de l'histoire, c'est pas problématique. C'est juste, on va dire, visuel au niveau de la manière dont c'est géré. Donc c'est pas très grave. Alors, on va s'attarder 30 secondes sur Anakin Skywalker, qui est donc la figure par excellence de cette saga, du moins depuis qu'on l'a vu intervenir dans Star Wars 1, et on va le voir jusqu'à la série Ahsoka, sur laquelle on reviendra bien plus tard dans ce diaporama. Bon, donc le personnage d'Anakin Skywalker qu'on a vu d'abord dans Star Wars 1, c'est une figure tragique en position dans ce film et qui va énormément donner d'intrigue pour la suite des événements. Il y a toute une construction qui est faite sur ce personnage, que ce soit de manière introspective ou de manière rationnelle sur les enjeux qui sont mis dans le film. Bon, parce que c'est un personnage qui va énormément douter de lui, de ce qui lui est vendu, mais en même temps il a une idée très faite sur la chose, et il est un peu partagé entre les deux, donc à la fin il se dit je vais prendre la décision moi-même, que ça plaise ou non à l'autre, sans vraiment faire de véritable compromis sur l'enjeu qui est posé. Donc un personnage très complexe, hein, qui illustre ici le glissement vers tout doucement le côté obscur qu'on verra dans Star Wars 3 de manière très claire. Ici, l'acteur d'Anakin Skywalker joué par Hayden Christensen, un jeune homme tiraillé entre émotion, devoir et colère, ici l'incarne à la perfection. À la perfection. C'est fantastique comme il joue. C'est fantastique. Donc ça, c'était pour Anakin Skywalker. On va passer maintenant à Obi-Wan Kenobi et Padmé Amidala. L'un joué par Ewan McGregor et l'autre par Nathalie Portman. Donc Obi-Wan Kenobi, ici, il est interprété par le talent d'Ewan McGregor, qui lui vient littéralement épouser son propre personnage. C'est absolument magnifique. Entre le charisme et le fait que ce soit un rôle de mentor, il le joue à la perfection. Les interactions qu'il a avec son padawan Anakin Skywalker montrent à la fois les tensions croissantes entre leurs relations, mais le fait aussi qu'ils sont en permanence en réflexion envers leurs propos. Le fait d'avoir un débat, d'une certaine manière, sur une idéologie faite. Et Padmé Amidala, ici, bien que parfois réduite à des petits rôles d'intérêt amoureux qui se développent tout au long du film pour à la fin avoir un mariage, eh bien, ça confère une force de caractère assez puissante dans ce film, qui reflète à la fois l'engagement politique de la personne et en même temps sa compassion pour le personnage d'Anakin Skywalker et pour la situation en général. Et maintenant, on va passer à 2 autres antagonistes qui sont absolument fascinants. Le Comte Dooku, qu'on a vu dans Tales of the Jedi, qu'on a vu dans Star Wars 2, qu'on va voir dans Star Wars 2 et qui va terminer dans Star Wars 3 dans le premier quart du film. Et on va parler aussi de Palpatine. Alors commençons par le Comte Dooku, qui ici est interprété par Christopher Lee, et qui apporte une perspective très particulière sur le côté obscur. Et qu'est-ce que le côté obscur finalement dans l'univers de la saga Star Wars? On développe vraiment beaucoup dans ce film. C'est un manipulateur et un stratège qui au départ était un Jedi, mais qui a tout doucement, dans Tales of the Jedi, basculé du côté obscur. Et là on en voit directement le fait qu'il est totalement basculé dans ce film. Ici, il vient incarner une menace subtile, mais qui est véritablement redoutable et qui va porter beaucoup d'enjeux pour la suite. Et en arrière-plan, on a Palpatine, joué par Ian McDiarmid, qui ici continue de tirer les ficelles du fait d'être très manipulateur, mais en même temps d'être en maîtrise parfaite avec le plan qu'il a en lui, sur le fait d'instaurer le chaos et une précision machiavélique. Mais c'est incroyable la manière dont c'est fait. Vraiment. Alors, je vous parlais des effets spéciaux qui étaient un petit peu inégaux. À l'époque, George Lucas, il a repoussé les limites du cinéma et de la technologie avec l'attaque des clones. Il avait un petit peu commencé avec la menace fantôme, mais là, avec l'attaque des clones, il va encore plus loin. Dans l'aspect, on va jouer sur le côté numérique, sur la 3D et sur les premiers effets visuels assistés par ordinateur. Bon. Il vient fortement s'appuyer sur les images générées par ordinateur, qui des fois sont très bien faites, mais qui des fois, on le voit maintenant, parce que ça a vieilli,
beaucoup moins que Star Wars 4, 5 et 6 sur lesquels on reviendra après, mais il y a des... c'est un petit peu gênant à des moments, mais voilà, faut en parler. C'est pas grave en soi, mais il faut en parler quand même. Par exemple, un exemple typique, la bataille de Geonosis, ou encore les paysages de Kamino. Les vagues, par exemple sur Kamino, on le voit maintenant à 10 km que ce sont des effets spéciaux. On voit bien que c'est pas une vraie vague. Contrairement à par exemple dans Star Wars 9 où ce sont des vraies vagues. Ça reste quand même impressionnant, mais ça arrive aussi à montrer la limite avec le temps de la technologie. Du moins pour ces films de l'époque. Les environnements numériques qui, des fois, manquent un peu de texture et de profondeur, ça donne des fois des moments d'aspect, on va dire... c'est légèrement artificiel, mais en même temps, ça pose pas trop de problèmes au niveau scénaristique. C'est à la fois critiquable et non, mais en même temps, je me dis qu'il faut en parler, parce que c'est des films qui ont un peu vieilli. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne de Star Wars 2, l'attaque des clones? Alors, première chose, c'est une œuvre qui est essentielle pour la continuité de la saga Star Wars. On a eu Star Wars 1. Attendez, je vais remettre l'ordre chronologique, ce sera plus simple. Du moins pour la première partie. Donc on a ce truc-là qui sert à rien, Young Jedi, vraiment important, qui a quelques petites erreurs, on va dire, au niveau visuel, mais qui est vraiment très essentiel dans la continuité de la saga Star Wars. L'Attaque des Clones, c'est un film qui est très ambitieux, malgré ses petits effets spéciaux qui parfois sont inégaux entre eux, mais il parvient quand même à marquer durablement la saga Star Wars avec un scénario dense, des scènes d'action qui sont absolument grandioses et des personnages qui sont en pleine mutation, qui ne font que monter pour arriver à Star Wars 3 à leur apogée totale. Cet opus, c'est vraiment une étape clé de l'histoire galactique de la saga Star Wars, et il est vraiment à regarder. Pour les fans, il est incontournable, et pour les critiques, c'est un film qui vient s'imposer dans l'univers de la saga Star Wars, mais vraiment dans la continuité logique de Star Wars 1, La Menace Fantôme, et qui est bien fait, malgré ce que je viens de dire, le fait que visuellement, parfois, ça a un petit peu mal vieilli. Mais par contre, c'est un pilier de la saga et c'est indéniable.